Bonsoir. À quelques heures du décollage, installé dans le cockpit d'Atlantis, un test de communication est prévu pour vérifier que nos paires de micros et écouteurs fonctionnent bien. Le commandant de bord exigeait que nous soyons parfaits, c'est-à-dire que chacun des 7 membres d'équipage parle à son tour dans le bon ordre, sans hésiter, en prononçant les expressions protocolaires exactes, sans un mot de trop. C'est la première fois que je te demande de ne pas me trahir, d'être totalement professionnel. Je me répète mentalement la phrase clé, comme pour te la dicter et prendre confiance en toi. Quand mon tour arrive, je t'entends sereine, concentrée. MS2, I hear you loud and clear. Je n'ai pas de retour dans mes écouteurs, mais lorsque tu actives le micro, tous les chuintements et grésillements de fond disparaissent. Tu es donc bien parti sur les ondes et les contrôleurs de lancement répondent satisfaits. C'est idiot, tellement c'est simple. Et pourtant, notre réputation démarre là, aux oreilles de tous les responsables du programme de la navette spatiale. Lorsque le dernier test de communication approche, à quelques minutes seulement du départ, le casque du scaphandre est verrouillé, visière fermée et flux d'oxygène enclenché. Tu produis de nouveau ces mots, loud and clear, mais il me semble émis d'ailleurs, tellement je me sens isolé dans une bulle étanche, au sens propre et figuré, loin de tout. La montée est fantastique. Nous accélérons furieusement. Toutes nos voix dans l'intercom subissent les soubresauts des vibrations des boosters. Tu arrives à rester clair, malgré quelques chevrottements. La pression augmente dans le dos, propulsant avec force nos corps assis face au ciel noir d'encre. Les poumons écrasés par l'accélération sont plus difficiles à gonfler, mais tu ne lâches pas. Mes cordes vocales se déplacent dans l'espace 25 fois plus vite que le son. Mais cela ne te perturbe pas, car la poche d'air qui nous protège, en fait autant. 8 minutes et 32 secondes seulement après le décollage, les moteurs sont éteints brusquement et nous sommes définitivement placés en orbite à la vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. Je relève la visière, j'enlève mon casque et tu vas pouvoir t'exprimer sans obstacle phonique. La pesanteur ne te gêne pas, tu te sens à l'aise, comme dans le simulateur. Tu as la chance de ne pas être troublé par le mal de l'espace qui malheureusement fait vomir quelques collègues dont la voix est altérée par l'irritation temporaire de leur muqueuse. Nous avons l'idée, à la moindre occasion de dialoguer avec le sol, de nous succéder rapidement au micro afin de rassurer la Terre, nos familles, sur la bonne santé de l'ensemble de l'équipage. Tu es calme. Houston, Atlantis, ET Photo DTO is complete. Tu fais l'effort de bien articuler, afin qu'aucun filtre électronique ne déforme encore plus ton accent français déjà bien marqué. Cet accent que les instructrices aimaient entendre pendant l'entraînement. Crois-tu que ton charme agisse de la même façon malgré les opérations de numérisation, multiplexage, modulation, UHF, conversion analogique, amplification et retransmission dans les écouteurs que tu subis en série avant de parvenir dans les oreilles de mes collègues assis à Houston? Le mélange des voix va vite s'enrichir. Les Capcom se succèdent dans le centre de contrôle. Ce sont toujours des astronautes qui nous parlent depuis le sol. Les voix de mes amis Marc Garneau et Story Musgrave alternent dans les haut-parleurs. Ils nous connaissent par cœur. Bien qu'ils ne nous voient pas, ils devinent précisément ce que chacun d'entre nous est en train de faire à bord d'Atlantis. À chaque instant, tous les deux communiquent avec assurance, d'une voix calme, précise et rassurante, même lorsque les difficultés apparaissent. La voix de Marc est légèrement nasillarde, cocktail d'accent québécois par sa naissance et londonien par ses études. Celle de Story est très fraternelle, 5 vols spatiaux à son actif. On sent sa présence virtuelle à bord, en train de sourire et de se délecter de vivre la mission avec nous. À ma demande, il m'avait rendu visite en quarantaine pour me préparer à profiter au maximum du vol, de toutes les choses uniques que je ne pourrais vivre que dans l'espace. Palper le vide cosmique, apprendre à regarder les étoiles qui ne scintillent plus, écouter vibrer la Terre, me laisser pleurer devant sa beauté, laisser les émotions m'envahir sans retenue et parler le plus souvent possible dans le dictaphone pour revivre le vol plus tard, autant de fois que je le voudrais. Tu t'exclames souvent « Waouh !» face au hublot. C'est ta façon de parler aux variétés fascinantes de couleurs turquoises des eaux polynésiennes, aux immensités immaculées de l'Himalaya, aux spirales puissantes des ouragans, aux aurores polaires verdoyantes et ondulantes. Tu parles aussi parfois à l'immensité du vide cosmique, qui ne sait pas transmettre tes vibrations selon les lois de la physique, mais capte certainement ton message d'interrogation. Y a-t-il quelqu'un qui nous écoute dans ce noir infini? Tu es sur tous les fronts et tu assures. Tu es claire et concise à la radio pour rendre compte des tâches accomplies, notamment lors de l'accostage, de ma responsabilité. Lorsque je dois annoncer simultanément à Houston, à Moscou et à nos amis présents dans la station Mir que les 12 crochets d'amarrage sont verrouillés. Houston, we have capture. Nos 2 vaisseaux sont alors accouplés pour le reste de la mission, avec une force de 40 tonnes par verrou. Tu es libéré, naturel, dans les échanges avec mes collègues de voyage. Tu parles autant en américain qu'en russe, sans te soucier des fautes de grammaire ou de prononciation. Tu plaisantes et tu éclates de rire lorsque Scott
et moi jouons avec une énorme boule d'eau flottant en apesanteur. Tu as l'occasion aussi de parler un peu le français dans l'espace lors des conversations programmées avec le Premier ministre, puis une autre fois avec Michel Jonas. Il est en duplex depuis Nice après un concert et il ne sait pas de quoi dire en apprenant que sa voix m'accompagne en orbite dans mon lecteur CD. Tu as la possibilité aussi, une fois par mission, de te faire entendre en privé par la famille en liaison cryptée. Je me souviens bien de cet effet instantané de téléportation. Ce ne sont pas eux qui montent à bord, mais moi qui descends sur la Terre, attiré par la voix de mes chers. Parfois, tu te parles à toi-même à voix basse, comme pour donner le tempo, en égrénant les étapes de la checklist. Par exemple, lors des longues procédures d'expérimentation biologique sur les têtards ou les globules blancs, qui ne peuvent pas admettre la moindre erreur de manipulation. Lorsqu'Eileen appelle du cockpit « Hé, Billy Bob, on va bientôt survoler l'Égypte, viens vite nous montrer où sont les pyramides ». Oui, mes collègues américains avaient choisi Billy Bob parce que leur voix ne savait pas produire un Jean-François correct. Parfois, ça donnait phonétiquement « Jean Francios ». Ils savaient que j'étais un spécialiste des pyramides depuis mon premier vol spatial. Sans même prendre le temps d'aller chercher le micro velcroté quelque part sur la paroi du module, tu leur cries « Oui, oui, j'arrive ». Tes vibrations acoustiques se propagent depuis le Space Lab, placé tout à l'arrière du vaisseau, à travers le tunnel de jonction, le sas, le pont inférieur, pour grimper enfin vers le pont supérieur, affaibli et mêlé au bruit continu des puissants ventilateurs de chaque volume traversé. Mais elles sont audibles. Un moment top, c'est le repas international que j'avais planifié pour le lendemain soir de l'accostage. Un autoradio fait office de shiny de fortune. Vassili insère une cassette de blagues russes. Quelques gouttes de cognac aidant, les voix se réchauffant et se comprennent. La veille de la séparation, mes coéquipiers d'Atlantis dorment déjà. Je demande à Vassili « Można smatrit film w kino ?»« Da, конечно, с удовольствием. » « Vassili, peut-on aller au cinéma voir un film ?»« Oui, bien sûr, avec plaisir. » Parce qu'il y avait plein de cassettes vidéo sur le côté. Il y avait peut-être 200 cassettes VHS de différents films. Et c'est comme ça qu'en comité très réduit, au lieu de te laisser reposer, je te garde éveillé, encore tard cette nuit-là. J'assiste à mon premier film russe dans l'espace, Outbreak, avec Dustin Hoffman. Je crois que c'est le film Alerte en français. Toutes les voix de femmes sont doublées en russe par la même voix féminine, et idem pour les voix d'hommes. Soirée très étrange, 2 heures de voix monocorde, sans émotion, retransmises dans les haut-parleurs grésillants du module de base, car ceux du téléviseur étaient en panne. Un vrai jeu de deviner à chaque instant quel personnage sur l'écran est celui qui est en train de parler. Tu en ris encore aujourd'hui. Puis vient le temps de séparer les deux vaisseaux, embrassades et larmes d'émotion. J'avais donné les paroles de la chanson des cosmonautes en russe à tous mes camarades de voyage. Nous nous étions entraînés avant le vol pour leur faire un cadeau de départ avant de refermer les portes de nos vaisseaux respectifs. Trop émus, nous avons oublié. Alors que nous sommes déjà séparés d'une centaine de mètres, la voix de Charlie, commandant de bord, résonne dans l'intercom. « Venez tous dans le cockpit, on va chanter tant que leur radio VHF est branchée. » Quand on sait que la bande passante de la radio d'Atlantis est conçue spécifiquement pour l'américain parlé sans accent, vous imaginez le désastre dans les haut-parleurs de Mir et ceux du sol qui écoutaient aussi. Non-voix ont tout donné dans le micro. Elles produisaient des vibrations d'amour fraternel perceptibles dans chaque harmonique, même tronquées par l'électronique. Dès la fin du concert, à cette voix, Charlie rassure le sol. « Don't worry, we know we better keep our day job. » On ferait mieux de garder notre job normal. Ne vous inquiétez pas. Je suis fier que tu sois toujours capable aujourd'hui, 15 ans plus tard, de la chanter intégralement, avec la même sincérité. « Ya veryu, druzia, karavani raket. Pomchat nas period, das zviozdi. » Je vous raconterai la suite si vous voulez. Je crois, mes amis, que les caravanes de fusées nous transporteront en avant d'étoile en étoile. C'est le début de la chanson. Je ne peux m'empêcher de t'écouter parfois, juste après les enregistrements sur le dictaphone. J'aurais dû m'y habituer à l'avance. Parfois, tu sonnes si bizarrement à mes oreilles que je t'efface de la bande par refus de te reconnaître. Pardonne-moi. Je le regrette maintenant car ta production spatiale est devenue tellement rare sur ces microcassettes de vol. Depuis mon dernier retour sur Terre, j'aime t'écouter sur le site internet de la NASA qui donne accès aux échanges radio pendant l'émission. Un moment très touchant reste la voix de Ricky Martin chantant le tube de la Coupe du Monde de football 1998 dans les haut-parleurs de la cabine. C'était pour mon dernier réveil en orbite après une mission difficile mais réussie de réparation du télescope spatial Hubble. J'ai pensé aussitôt à mon fils de 7 ans alors qu'il était très malade, que je devais revoir à peine quelques heures plus tard après l'atterrissage. Je savais que c'était lui qui avait choisi ce morceau. En effet, les musiques téléchargées depuis le centre de contrôle pour nous réveiller sont sélectionnées par les familles et les amis à notre insu. J'ai écouté et je me suis mis à pleurer. J'étais encore désemparé quand la voix du Capcom a alors appelé « Bonjour Jean-François, je crois que c'est la seule fois où tu as balbutié. Bonjour Discovery, au lieu de dire bonjour Houston. Tu as oublié qui tu étais, mais je te pardonne.
Chère voix, merci de ton accompagnement fidèle et continu dans l'espace. Merci d'avoir accepté ces conditions extrêmes. Merci de contribuer à ces souvenirs extraordinaires, mais bien humains. Bravo.